Et donc, je vais vous parler de l'analyse de la pression artérielle. Voici mes liens d'intérêt qui n'ont pas de lien avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour aborder cette thématique, j'ai choisi de parler de l'analyse de la pression artérielle en deux parties. La première va être l'analyse des valeurs de la pression artérielle statique et la deuxième partie va concerner l'analyse de la variation dynamique de la pression artérielle. Alors pour la pression artérielle statique, il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs informations dérivées de la pression artérielle systolique, moyenne, diastolique et la pression pulsée. Je vais commencer par la pression artérielle systolique qui est un déterminant majeur de la post-charge. Alors, c'est quoi la post-charge? La post-charge peut être définie comme la charge contre laquelle le ventricule gauche doit éjecter du sang. Elle est évaluée par ce qu'on appelle le stress, roue dans la loi de Laplace, qui est égal à la pression télésystolique du ventricule gauche multipliée par le rayon du VG et divisé par l'épaisseur de la paroi. Et comme vous voyez, la composante la plus importante, parce que le rayon, l'épaisseur ne vont pas changer, c'est la pression télésystolique du ventricule gauche qui est en fait équivalente à la pression 0,9 fois la pression artérielle systolique aortique. Alors, la première question, est-ce que la pression artérielle systolique périphérique reflète la pression artérielle systolique au niveau aortique? Alors, chez les patients jeunes, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle ce phénomène d'amplification de l'onde de pouls. Et comme vous voyez au niveau central, eh bien, le niveau de la pression artérielle systolique, il est moins important qu'au niveau périphérique. Par contre, chez les patients âgés, hypertendus, et tant mieux puisque la majorité de nos patients ils sont dans cette catégorie-là. La pression systolique aortique, n'a plus de ce phénomène, il est vraiment très diminué, ce phénomène d'amplification d'onde de pouls. Et comme vous voyez, la pression artérielle systolique périphérique, elle est quasi équivalente à la pression artérielle systolique au niveau aortique. Donc, la pression systolique chez ces patients-là reflète bien la post-charge. Alors, le deuxième paramètre, c'est la pression artérielle diastolique qui est déterminée par le tonus vasomoteur, la fréquence cardiaque et le degré de la rigidité artérielle. Il faut savoir que la pression artérielle diastolique, elle est basse quand on a un bas tonus vasomoteur, mais aussi quand on a une basse fréquence cardiaque, même si ce n'est pas très fréquent, et quand on a des artères rigides. Et donc, il faut toujours prendre en considération la fréquence cardiaque. Et dans le cas contraire de la tachycardie, cette pression artérielle diastolique peut être surestimée, comme vous voyez, parce que le temps de la diastole va diminuer et donc la pression artérielle diastolique va être faussement élevée. Alors, on a dans cette mise au point autour de l'importance de la pression artérielle diastolique dans le choc septique, on a illustré un exemple d'un patient de 70 ans avec une coronaropathie tachycarde et des signes de choc septique. Alors, on a illustré deux situations. Une première situation où on a une pression artérielle à 92,55, une pression artérielle moyenne à 67, et la situation B où on a la même pression artérielle moyenne, 65, mais regardez bien, on a une systolique à 111 et une diastolique à 45, qui est plus basse que la 55 de la situation 1. Et bien dans la première situation, la noradrénaline n'est pas vraiment le traitement recommandé. Par contre, où on a une pression artérielle diastolique basse et donc un tonus vasomoteur très probablement bas, d'autant plus qu'il est un peu tachycarde, donc elle doit être encore plus basse que 45, la noradrénaline est nettement recommandée et donc la pression artérielle diastolique peut être un trigger pour les thérapeutiques. La pression artérielle diastolique est importante et comme tout le monde le sait, c'est la pression motrice de perfusion des coronaires du ventricule gauche et comme vous le savez, pendant la diastole, on a la perfusion des coronaires, du ventricule gauche parce qu'il y a une augmentation du débit coronarien du réseau gauche coronarien. Alors, la pression artérielle moyenne, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a Sébastien qui va parler de la pression artérielle moyenne juste après. Alors, c'est une estimation de la pression de perfusion des organes. En tout cas, c'est une valeur qui est très importante parce que c'est une cible thérapeutique qui est souvent utilisée en réanimation.
Il faut savoir que cette cible, elle doit être individualisée, parce que si on revient à la physiologie, alors j'ai passé trop vite, pardon, je vais juste revenir, voilà. Quand on revient à la physiologie, donc ça c'est l'autorégulation, la courbe d'autorégulation du débit sanguin d'organes. Alors la pression artérielle moyenne, elle est corrélée à ce débit sanguin d'organes, c'est la pression de perfusion de certains organes et pas d'autres, notamment le rein et le cerveau. Et quand on prend ces organes-là, eh ben on a donc la pression artérielle moyenne, elle est constante pendant une certaine période, même quand on varie la pression artérielle moyenne, le débit sanguin reste constant, mais à partir d'un certain seuil, et on a cette chute du débit sanguin d'organes, et puis on a l'hypoxie tissulaire et bien sûr la diminution de la perfusion des organes et ses conséquences dramatiques. Alors, pourquoi il faut individualiser la pression artérielle moyenne? Parce que quand on a une hypertension, et ben, cette courbe-là, comme vous le voyez, elle est déviée à droite, et la valeur qui était sur la partie plateau du courbe de taux régulation du débit sanguin des organes, elle devient pas suffisante pour quelqu'un qui est hypertendu, puisqu'elle se retrouve dans la partie descendante de cette courbe-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut probablement viser une cible thérapeutique plus importante. Donc, c'est important d'individualiser ces valeurs-là. Il y a aussi une autre situation où, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pression artérielle moyenne, ça reflète la pression de perfusion, mais en fait, elle est considérée comme la pression de perfusion moyenne des organes si la PVC elle est négligeable, quand on a des valeurs qui sont basses, mais dès qu'on a une PVC élevée, et bien la pression de perfusion moyenne, elle devient différente de la pression artérielle moyenne. Et donc, une autre situation où il faut individualiser, quand on a une PVC élevée, il faut certainement augmenter le niveau de la pression artérielle moyenne. Et cette étude par Osterman, qui est une analyse rétrospective des patients admis en réanimation, plus que 2000 patients avec 790 qui ont développé une insuffisance rénale aiguë, et l'analyse de facteurs de risque de la progression d'une insuffisance rénale montre que la pression de perfusion moyenne, c'est un facteur de progression et d'aggravation de l'insuffisance rénale, et pas la pression artérielle moyenne chez ces patients-là, avec une valeur seuil de 60. Donc si on considère un patient qui a 10 par exemple de PVC, et ben la pression artérielle moyenne qu'il faut viser plutôt 70. Donc c'est important aussi de considérer ces paramètres-là. Alors le dernier paramètre, c'est la pression pulsée aortique, qui est en fait corrélée au volume d'éjection et au degré de la rigidité aortique, la compliance inversement proportionnelle à la compliance aortique. Et pour une rigidité donnée, on a une variation de pression pulsée aortique qui devrait refléter la variation du volume d'éjection. Donc c'est utile pour suivre la variation du volume d'éjection systolique sous un traitement, sauf qu'il y a deux bémols. Le premier, c'est que la relation entre la pression pulsée aortique et le volume d'éjection systolique n'est pas linéaire, comme vous le voyez. Alors, si on prend une première pression pulsée avec des valeurs de pression artérielle diastolique et pression asystolique, comme vous le voyez sur la courbe, eh bien, on a une première valeur du volume d'éjection systolique, mais par contre, avec la même valeur de pression pulsée, mais différents niveaux de diastolique et de systolique, eh bien, on a un volume d'éjection systolique qui est différent. Le deuxième bémol, c'est que la pression pulsée aortique, elle est différente de la pression pulsée périphérique, et cela, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lié au phénomène d'amplification d'ondes. Mais est-ce qu'on peut utiliser la variation de la pression pulsée périphérique est-ce que la variation de la pression pulsée périphérique reflète la variation du volume d'éjection systolique? On a fait cette étude il y a quelques années avec Xavier Monnet et Jean-Louis Teboul qui montre que quand on suit la variation de la pression pulsée en périphérique suite à un traitement par remplissage vasculaire, et bien comme vous le voyez sur le premier schéma, et bien on a une corrélation qui est assez bonne
entre les variations de la pression pulsée périphérique et la variation de l'index cardiaque. Par contre, quand on fait varier l'index cardiaque par la noradrénaline, et ben là, on perd cette corrélation entre la pression pulsée périphérique et l'index cardiaque. Et tout ça lié très probablement au changement de la rigidité, de la compliance aortique. Donc, la deuxième partie, c'est l'analyse de la variation dynamique de la pression artérielle. Comme vous le savez, c'est dérivé de l'interaction cœur-poumon. La ventilation mécanique peut induire une variation cyclique de la précharge du volume d'éjection systolique et en cas de précharge de dépendance, mais les deux ventricules, avec une valeur constante, la compliance aortique, la pression pulsée peut refléter la variation du volume d'éjection systolique. Et donc, la physiologie qui peut être appliquée au lit du malade avec, donc quand on voit les courbes de Frank Starling, effectivement, une variabilité de la pression pulsée va distinguer entre les patients précharge dépendants et précharge indépendants. Et ça a été démontré il y a plusieurs années maintenant avec le delta PP qui a une valeur prédictive très bonne pour prédire la réponse au remplissage et bien sûr nettement meilleure et nettement supérieure qu'à la PVC et la PAPO. Alors bien sûr, il y a différents obstacles, différentes difficultés d'applicabilité, notamment le bas volume courant. Et pour ça, il y a une étude qui est apparue en 2017 avec l'équipe de Bombay, en collaboration avec l'équipe de Bicêtre, avec Xavier Monet et Jean-Louis Teboul, qui ont proposé un nouveau test. Donc, ils ont inclus 20 patients en insuffisance circulatoire aiguë, monitorage continu du débit cardiaque et ventilés en bas volume courant. Alors, ils ont mesuré d'abord, ils ont évalué la prédictibilité de delta PP à 6 ml/kg, qui, comme vous voyez, ne peut pas prédire la réponse au remplissage. Ils ont effectué ce test, ce Tidal Volume Challenge, qui est une augmentation transitoire d'une minute de volume courant de 6 à 8 ml/kg. Et comme vous voyez, la courbe, cette variation entre 6 et 8 avec un cutoff à 3,5, elle est supérieure à la valeur du delta PP seul à 6 ml ou le delta PP à 8 ml pour prédire la réponse au remplissage. C'est un intérêt très important, d'autant plus que ce n'est pas nécessaire d'avoir une mesure de débit cardiaque pour évaluer la réponse au remplissage. La deuxième situation qui est assez souvent rencontrée, c'est la ventilation spontanée. Et récemment, on a un papier qui vient d'être accepté dans le BJA où on a examiné cette situation-là, 54 patients en ventilation mécanique mais avec des cycles de ventilation spontanée, chez qui on veut tester la précharge dépendance. Il y a une augmentation, on a défini la précharge dépendance par une augmentation de l'ETV de plus que 12% sous levé de jambe passif. Et là, donc, la manœuvre était d'évaluer, d'avoir une delta PP à l'état de base, après une ETV sous-aortique en plus, l'ETV sous-aortique sous PLR, donc levé de jambe passif avec le delta PP, à l'état de base 2, et puis après on augmente le volume courant, donc on fait un Tidal Volume Challenge d'une minute et on enregistre de nouveau le delta PP. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le delta PP à l'état de base, ça ne prédit pas la réponse au remplissage. Par contre, on améliore la prédictibilité sous PLR. Donc la variation de delta PP sous PLR avec un cutoff de plus 2%, ça augmente de plus 2%, on a une R sous la courbe, alors qui n'est pas parfaite, mais qui est à 0,78. Et aussi, on a évalué ça chez les patients chez qui on a fait le Tidal Volume Challenge avec un cutoff à moins 1%. On a une R sous la courbe à 0,73 qui permet de prédire la réponse remplissage d'une façon un peu meilleure. Alors, que doit-on retenir ? La pression artérielle est un vrai outil de monitorage. Toutes les composantes statiques de la pression artérielle sont importantes à considérer lors de la prise en charge des patients en réanimation. La pression artérielle systolique reflète la post-charge du ventricule gauche. La pression artérielle diastolique est utilisée comme trigger pour débuter les vasopresseurs. La pression artérielle moyenne, c'est une cible thérapeutique. La pression pulsée peut être parfois utilisée comme un substitut du volume d'éjection systolique.
Et la variabilité de la pression pulsée, le delta pp, sous ventilation mécanique peut être utilisée comme un indicateur de précharge dépendance. Les variations de delta pp lors des tests dynamiques comme le PLR et le Tidal Volume Challenge peuvent aider ainsi à, quand il y a un delta pp qui n'est pas interprétable. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.